Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le mardi 5 novembre 2024 ici à Paris. Je tiens à saluer très chaleureusement tous ceux qui ont participé depuis le début. Et parce que là c'est une vidéo rapide, hein. Je fais pour dire que j'ai atteint les 10 000 abonnés. Donc merci beaucoup à vous pour votre confiance, pour votre fidélité. Voilà, 10 000 abonnés. Bon, je dois dire que je mérite beaucoup plus, hein. C'est simplement que YouTube, il ne joue pas le jeu. Donc, malgré tout, on arrive à 10 000 abonnés. C'était sans doute depuis hier soir. Voilà, donc en fait, ma dernière vidéo portait sur l'élection prochaine de Mr. Donald Trump. Moi, j'en suis convaincu. En tout cas, je milite pour. Je souhaite qu'il soit président à nouveau, parce qu'il a déjà eu un premier mandat. Voilà, pour calmer un peu le jeu, parce que les autres en face, les démocrates, c'est des excités, c'est des va-t-en-guerre. Voilà ce que je dis. Bon, écoutez, donc la vidéo très rapide, je vais balayer un petit peu pour fêter les 10 000 abonnés. Je reviendrai naturellement dans mon studio habituel avec mon panneau. Vous savez, là, le grand panneau où est marqué la zone des aliénés, la zone des complexés, la zone des corrompus. Voilà, donc je reviendrai pour faire une vidéo pour célébrer ça naturellement. Donc là, rapide, bon, je vais aborder un peu tous azimuts, quelques infos qui me viennent à l'esprit. L'Espagne, voilà. L'Espagne, j'aime bien donner mon point de vue, moi, en tant que citoyen libre. Vous avez les inondations en Espagne. Bon, moi, je donne toujours mon point de vue. Je dis que, écoutez, ceux qui ont des problèmes avec les histoires de complot, j'explique à nouveau. Ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent ce que j'en pense. Et je dis maintenant, pour ceux qui me découvrent, les complots sont inhérents aux relations humaines. Voilà. Les complots sont inhérents aux relations humaines. Il y a les petits, il y a les moyens et il y a les grands complots. Et ceux qui souvent manipulent les gens, ils sont dans les grands complots. Donc ils ont beaucoup de moyens pour justement prendre en otage l'esprit des gens. Donc dès que vous vous exprimez de manière libre, ils disent « Oh, vous êtes complotiste ». Mais moi j'assume. Parce que j'explique à nouveau, je répète, les complots sont inhérents aux relations humaines. Maintenant je dis bon, quels que soient les diplômes que tu as, quelles que soient les grandes écoles que tu as pu faire, dis-moi si tu peux trouver mieux comme définition à ce que j'ai dit. Donc tu la fermes. Parce que c'est une question de domaine, le domaine dans lequel on est. Moi, je suis comme un poisson dans l'eau. Donc, toi, tu n'es pas dans ton domaine. Donc, assieds-toi et prends des notes. C'est tout ce que tu as à faire. Voilà. Donc, là, j'ai situé pour l'Espagne. En fait, pourquoi je dis ça, c'est que je trouve ça très louche. Parce qu'il faut se rappeler que les Espagnols, en tout cas les dirigeants espagnols, se sont prononcés très librement en ce qui concerne la Palestine. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 3 pays en Europe. Vous avez l'Irlande, vous avez la Norvège et vous avez l'Espagne, qui ont milité récemment, il y a maintenant quelques mois, 5-6 mois, pour dire qu'ils veulent un État palestinien. Donc 2 États, l'État israélien et l'État palestinien, c'est tout. Et procéder de cette manière-là, c'est de sortir du bourbier dans lequel on est depuis la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc les choses sont claires. Donc vous avez d'un côté ceux qui veulent le statu quo, de manière à ce que les vies humaines soient sacrifiées depuis des décennies, et puis ceux qui veulent qu'on sorte de là, qui ont ce que j'appelle justement, qui sont des êtres humains, voilà, qui n'ont pas l'apparence d'êtres humains. Donc voilà, pour moi, inondation en Espagne, c'est très, très louche. Bon, ça, c'est déjà fixé. D'ailleurs, j'ai parlé à un collègue qui m'a dit, il est sur la même longueur d'onde que moi, parce qu'il dit, oui, en Arabie Saoudite, récemment, il y a eu, mais l'Arabie Saoudite, c'était des drones. Donc, à mon avis, il confirme ce que je pense. Alors, pour l'Espagne, c'est peut-être pas des drones, mais en tous les cas, je dis, avec les moyens dont ils disposent aujourd'hui, sur le plan satellitaire et tout, j'espère que les dirigeants espagnols, ils en seront conscients. Voilà, moi... Ça se trouve que c'est naturel, mais je suis désolé, j'ai du mal. Voilà, moi je crois que tout ça est artificiel. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Deuxième sujet. Il y a des frères qui me demandaient mon point de vue sur le fait que le jeune frère, plus jeune que moi naturellement, Kémy Séba, le plus doué de sa génération. Kémy Séba, les gens qui me disent, oui mais c'est bizarre, il a le même avocat que les petits malins du Sénégal, là, à savoir Ousmane Sonko et... Bassirou Diomaye Faye. Tout ça, je reviendrai, je vous dis tranquillement dans mon studio. Voilà, pour l'instant, je suis comme ça à faire une vidéo pour célébrer les 10 000 abonnés que j'ai actuellement. Eh bien, je peux vous dire, si vous regardez mes anciennes vidéos, j'ai déjà parlé de ça, à savoir que j'ai même, comme Kémy, on se connaît, lui et moi, j'ai parlé avec lui, je parlais avec lui au téléphone, je lui ai dit à l'époque, quand il a pris Juan Branco comme avocat, j'ai dit, mais t'as pas besoin de ça. Il me dit, non, frère, tu comprends. J'ai dit, non. Il y a 20 ans, oui, mais pas maintenant. Maintenant, tu as une autorité qui fait que Branco, non, c'est pas nécessaire. Maintenant, moi, j'ai un problème avec Branco, c'est que figurez-vous que, pareil, j'ai dit ça
à l'entourage de Sonko à l'époque. Je dis, mais vous n'avez pas besoin de prendre Branco. Parce que Branco, c'est un infiltré. Voilà ce que je dis. Que là aussi, pareil, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Voilà. Hein? Parce que j'ai toujours rappelé, je dis, Branco, c'est ni plus ni moins que le filleul. Hein. Mais filleul vraiment au sens réel. Hein, d'un certain Jacques Attali. Bon, une fois que tu as compris ça, tu as compris beaucoup de choses. Voilà. Hein, donc ça, c'est pour avancer. On va perdre notre temps là. Et puis aussi, Juan Branco, figurez-vous que franchement, je connais, mais c'est le hasard de la vie. Hein. Je connais, voilà. C'est-à-dire qu'il y a des gens que je connais qui sont des gens avec qui je travaille, voilà. Voilà. Et puis, ils m'ont même proposé Branco. Je dis non, j'en veux pas. Voilà, pour vous dire. Bon, alors, maintenant, autre sujet. Qu'est-ce que je parlais comme ça, hein, parce que c'est pour fêter les 10 000. Les Libanais en Côte d'Ivoire. Bon, bah écoutez, moi, comme j'ai pour habitude, j'attaque les dirigeants africains. Voilà, ce sont eux qui sont les responsables de chaque pays. Parce que si eux, ils faisaient le nécessaire, ben les Libanais ne pouvaient pas faire le malin sur les Africains en général et les Ivoiriens en particulier. Là. Voilà. Parce que je dis, dites-moi dans chaque pays au monde, ben, les pays qui se respectent, hein, les dirigeants qui se respectent, ce sont eux qui font les lois, ce sont eux qui font respecter les lois, et que par conséquent, surtout quand tu es étranger, tu ne la ramènes pas. Tu ne la ramènes pas. Oh là, s'ils viennent en Côte d'Ivoire, ils font même pire que quand ils sont au Liban. Mais c'est simplement parce qu'on leur permet. Hein, on leur donne même des cadeaux pour faire ça. Simplement parce que le peuple, enfin les dirigeants eux-mêmes, ils méprisent le peuple. Voyez-vous? Les dirigeants méprisent le peuple. Donc à partir de là, vous comprenez bien que voilà, c'est une suite logique. Hein, donc tout ça pareil, quand j'aurai le temps, je reviendrai pour aborder ça beaucoup plus sérieusement, les Libanais qui font le malin en Côte d'Ivoire. Et il y a des choses comme ça qui m'ont choqué récemment, c'est que, bon, ça fait longtemps hein, pour le coup d'avoir leur quartier à eux, qui sont réservés à eux. C'est des gens vraiment racistes, mais grave. Hein. Mais je dis, mais comme on a connu le système d'apartheid, comment se fait-il que au XXIe siècle, les pays africains puissent tolérer qu'une communauté qui vient chez eux, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Gabon, que ce soit je ne sais où encore en Afrique, et ils s'installent tranquillement, et puis ils ont des quartiers à eux, ils ont des écoles à eux, ils ont des églises à eux, ils ont des lieux de culte à eux, des mosquées, tout ce que vous voulez, voilà. Ça, je ne comprends pas, voilà. Maintenant, je dis, vous savez très bien, moi, mon cheval de bataille, ce sont les dirigeants. Parce que ce sont eux qui font les lois, ce sont eux qui ont le pouvoir, et c'est pour ça que ce sont eux qui m'intéressent. Et comme je me veux sérieux, et quand on est sérieux, c'est ce qu'il faut faire. Sinon, on perd son temps, et je n'ai pas envie de perdre mon temps. Voilà, donc là, allez, balayer pour les Libanais. Autre chose, oui, les Libanais encore, j'ai appris aussi qu'ils ont défenestré des jeunes femmes qui réclamaient simplement leur salaire. C'est-à-dire que leur employeur, hein, chez eux, quand ils ont travaillé en tant que femmes de ménage, elles ont simplement demandé à être payées. Et bien là, le mec, 15e étage, paf, il les balance. Vous vous rendez compte, on est en Afrique, on est en Côte d'Ivoire. Ah là là, mon Dieu. Mais enfin, bon, bref. Donc, vous comprenez très bien mon cheval de bataille. Je vous dis, ce sont les dirigeants qui sont les premiers responsables. Voilà, ce sont eux qui doivent payer le moment venu. Ah ben oui, ah oui. Avec moi, je vous dis, c'est parce que c'est manque de moyens. Sinon, tu vas payer. Quand je dis tu vas payer, c'est qu'on va t'arrêter, ça va être diffusé en Mondiovision, hein, parce que c'est à but pédagogique. Voilà, que tout le monde sache pour quelle raison tu as fait ça. Tu vas t'expliquer. Puis après, maintenant, on te met en prison et puis on va t'éduquer. Tu as besoin d'éduquer. Tu as besoin d'être éduqué. Vous avez besoin d'être éduqué. Mais bien entendu, faites le malin là, mais vous n'avez rien compris. Hein. Des zozos comme ça, des cupides, des idiots. Voilà, donc là, on a fini avec les Libanais. Maintenant, qui encore que je peux dire, là j'arrive à la fin de ma vidéo là, quel sujet, dites-moi, que je puisse aborder. Bon, big up à Charles Blégoudet, j'aime beaucoup, big up à Madame Poulcherik Ballet en Côte d'Ivoire, et puis, parler de quoi, je ne sais plus, excusez-moi, mais parce que là je suis pris de coups comme ça, mais je me disais, tiens, je vais saluer les frères et sœurs qui me font confiance, qui me suivent depuis longtemps pour célébrer les 10 000 abonnés là, que j'ai aujourd'hui. Depuis hier soir, je pense. Voilà. Moi, je vais m'arrêter là et puis dire que pour les frères Sonko et compagnie, ils sont dépassés par des événements. Voilà, tiens, il ne faut pas que j'oublie. En fait, Sonko et Bassirou, c'est à quoi ils me font penser par leur attitude là. C'est-à-dire que le vote qu'ils ont refusé, ils se sont abstenus de voter contre l'esclavage, de voter contre le colonialisme et tout. À l'ONU, ça remonte il y a 15 jours, je crois. Je crois que eux, ce à quoi ils me font penser, c'est un peu, vous savez, je dis l'ivresse du pouvoir. Je parle souvent de cette expression. L'ivresse du pouvoir, c'est dire que ceux qui sont au pouvoir depuis longtemps, je pense à des gens comme Sassou Nguesso, des gens comme Alassane Ouattara, des gens comme Paul Biya. Bon, je dis, eux, ça fait longtemps qu'ils sont au pouvoir, donc ils ont l'ivresse du pouvoir. Mais ceux qui viennent d'arriver comme Bassirou depuis le mois de mars et Sonko, je me dis, mais eux, ils ont déjà l'ivresse du pouvoir. Vous voyez, ils comprennent qui veut, comprennent qui peut. Et donc, en matière d'alcool, les gens qui ont trop bu, qu'est-ce qu'on fait? On les emmène dans des cures pour les désintoxiquer.
Maintenant, en ce qui concerne le pouvoir, on fait comment? Voilà, c'est une réflexion collective là que je soumets, hein, à savoir que l'ivresse du pouvoir, on fait comment? Pour ceux qui sont ivres de pouvoir. Voilà. Et quand je fais le parallélisme, je fais l'analogie en disant que quelqu'un qui a beaucoup bu, on l'amène dans une cure, hein, pour comment dire, enlever l'alcool. Maintenant, ceux qui ont l'ivresse du pouvoir, on fait comment avec eux? Sachant qu'ils viennent d'arriver depuis le mois de mars, Bassirou et Sonko. Ils jouent les petits malins. Mais moi, ce jeu-là, vous êtes trop léger, les gars. Ah ben oui. Non, 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 non. Vous n'avez pas de chance parce qu'on a toutes les images d'archives où Sonko, en longueur de conférence de presse, Sonko, en longueur d'interview, disait que voilà, à bas la France-Afrique, à bas le colonialisme. Et maintenant qu'il est au pouvoir, il fait le contraire. Ou en tout cas, il veut nous embrouiller. Non, 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 trop léger, trop léger. Mais le peuple, je crois que le moment venu, va régler leur compte. Voilà ce que je pense et ce que je souhaite vivement. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore à ajouter là? Voilà, c'est aussi pareil, je ferai une vidéo là, spéciale dédicace aux frères de la Martinique, parce que la vie chère là-bas, ils ont mené le combat, ils sont même venus jusqu'à Paris. J'ai un big up au frère Rodrigue Petito, hein, vraiment un frère beaucoup plus jeune que moi, 45 ans, mais qui est très très charismatique. Hein. Mais quand je vois les images, ils sont venus manifester à Paris, là, hein, c'était le 3 novembre, là, ils ont manifesté à Paris, place d'Enfer au Chevreau, toute la communauté antillaise à Paris. Et cette manifestation-là a été, ceux qui sont à l'origine, c'est ceux qui organisent le carnaval. Voilà, donc je dis, bon, c'est très bien, mais sauf que c'est pitoyable, parce qu'au fond, vous en êtes rendu là, regardez département par département, quelles sont les contributions de l'État français, combien il verse à la Corse. Voilà. Et vous allez voir que ce qu'on verse à la Corse est beaucoup plus élevé que tout ce qu'on verse à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Réunion, et tout ça, réunis. Et donc pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font les autres là, qui ont les postes importants? Rien. Monsieur Léchimi, là, le maire de... comment on appelle ça, la Martinique et Fort-de-France, je ne sais plus. Et il a une approche très méprisante, parce que j'ai vu là, les images où il a rencontré les manifestants là, avec Rodrigue Petito, il est très méprisant. Mais je dis, mais normalement, si on en est rendu là, eh ben, eux, ils devraient tous démissionner. Tous. Ah oui, sans exception. Non, parce qu'à un moment donné, vous êtes là pour quoi? Vous êtes là normalement pour aider le peuple, vous êtes là pour servir le peuple. Or là, le constat qu'on fait, vous êtes incapable, vous êtes incompétent. Donc c'est la raison pour laquelle reste pas là, parce que vous prenez la place des gens qui sont beaucoup plus vaillants. Quelqu'un comme Petito, là, le frère martiniquais de 45 ans, qui est le leader du mouvement, ben lui, il mérite le mandat de maire de Fort-de-France et président de région. Voilà, il mérite, parce que là, au moins, il a les couilles pour pouvoir discuter avec les gens en face. Or là, ces gens-là sont dans la servitude volontaire, et ce à quoi ils me font penser, ils font penser aux dirigeants africains. C'est-à-dire que dans une moindre mesure, quand vous revenez là dans ces îles-là, à savoir la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et tout ça, la Guyane, hein, quand vous êtes là-bas, la Guyane c'est pas une île, mais en tout cas, bon, je veux dire les départements, territoires d'outre-mer, là, voilà. Eh bien, les frères qui sont élus là-bas, qui détiennent des mandats, mais ils font penser aux chefs d'État africains. C'est-à-dire la zone des aliénés, la zone qui sont militants de la servitude volontaire. Voilà, ils sont là juste pour, comment dire, prendre de l'argent, hein, le confort de vie, et puis le reste, ils en ont rien à foutre. Vous voyez? Donc ce sont des escrocs, ce sont des voyous en col blanc, et donc il faut les dénoncer sans réserve. Voyez-vous? Donc je reviendrai aussi pour rendre hommage à ce frère-là. Vraiment, il est très très bien. Vous vous rendez compte, il y a 15 ans, c'était en 2009, avec Elie de Mota. Elie de Mota, à l'époque, c'était toujours pareil pour la vie chère. Et 15 ans après, c'est pire. Parce qu'à la limite, bon, l'idéal, c'est soit que les prix soient alignés comme en métropole. Et dire ça, c'est vraiment, je dis, c'est pitoyable, parce qu'on en est rendu là. Mais au moins qu'on soit à la moitié, c'est-à-dire que les prix soient descendus à moitié. Oh là non, c'est le contraire. Donc rien n'a changé. Or, à l'époque, Elie de Mota, il a été récupéré par les communistes. Et ça, les communistes, pareil, en France, je vous dis, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. C'est-à-dire que tout ce beau monde-là, ils sont sous la coupe de l'oligarchie française, l'oligarchie qui fait leur agenda. Voilà, ils sont tous corrompus. Et à partir de là, je dis, bon, c'est dommage. Or, à l'époque, en 2009, hein, c'était la Guadeloupe et la vie chère avec Elie de Mota. Mais Elie de Mota, lui, c'était un cadre. Il travaillait, je crois, il est responsable à l'ANPE, je sais pas, Pôle emploi maintenant. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on reproche à Rodrigue aujourd'hui? Voilà. Quand il a des interviews, on dit, oui, mais vous êtes un repris de justice. Ben, lui, il assume. Mais ce qui est bien, c'est que, vous voyez, ce frère-là, moi, j'ai beaucoup de respect pour lui, parce que je dis, à l'époque, quelqu'un comme Elie de Mota, qui lui était justement quelqu'un qui n'avait pas de casier judiciaire, mais pour autant, est-ce que la cause a abouti? Voilà, parce que je dis toujours que je fais preuve de mon bon sens et de mon intégrité morale. Or, on constate que rien n'a changé. Donc, c'est la raison pour laquelle
c'est pas un argument qui tient. Et d'ailleurs, lui-même, il explique ça très bien. Il dit, mais si les gens qui ont des postes importants faisaient leur boulot, lui, normalement, il n'aurait aucune chance. Voyez-vous? Il n'a aucune chance. À savoir que il a été en prison, c'est vrai, c'est des erreurs de jeunesse, et puis il a dit même que c'est pour vivre qu'il a fait tout ça, et puis il a été arrêté, il a payé le prix, il a été en prison pendant 4 ans. Il est sorti, il avait 10 ans de peine, mais il a fait 4 ans parce que bon, il s'est bien comporté, et puis donc remise de peine. Bon. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est de dire qu'aujourd'hui, c'est lui qui défend les aspirations du peuple martiniquais, qui défend les aspirations du peuple guadeloupéen, qui défend les aspirations du peuple guyanais, hein, les populations de la Réunion, et tout ça. Hein. Et puis même de la Nouvelle-Calédonie, qui était une autre paire de manches. Et là aussi, pareil, si j'ai le temps, je reviendrai. Donc, voyez-vous, les gens-là, si vous voulez, sont des mauvaises foi. Hein, et là, on est avec qui? Là, on a affaire maintenant aux petits-enfants de Aimé Césaire, le nègre fondamental. Et lui, à l'époque, il avait rendu, rappelez-vous, il avait rendu sa carte, parce qu'il était membre du Parti communiste à l'époque. Il a rendu sa carte, il a fait un courrier, je vous dis, vous pouvez le regarder sur Internet, une lettre ouverte à Maurice Thorez. Maurice Thorez, qui était à l'époque le patron des communistes en France, dans les années 50. Bon. Donc là aussi, en bon français, hein, bien exprimé, hein, un esprit, c'est la grâce. Et donc Aimé Césaire, c'est le discours sur le colonialisme, mais qui est toujours d'actualité. Et donc là, maintenant, ce sont ces petits-enfants qui sont en train de le battre pavé pour demander simplement qu'ils ne soient pas considérés comme des citoyens de seconde zone. Et donc tous les Letchumi, là, Serge Letchumi, là, des députés, là. Alors, j'avais oublié, pour terminer. En fait, il faut savoir que la Martinique, mais c'est un endroit où les francs-maçons, mais ils sont les plus nombreux. Ah oui, oui, oui. Je suis sûr que je ne me trompe pas. Donc pareil, ceux qui s'y connaissent, envoyez-moi des commentaires. Vous regardez le nombre de francs-maçons à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Réunion, hein, qui c'est encore, hein, tout ça, les départements territoires d'outre-mer, là. Vous allez voir que la Martinique, c'est là où il y a le plus de francs-maçons. Voilà, donc la franc-maçonnerie, là-bas, elle est très, très importante. Donc on pourrait comprendre pourquoi le combat est difficile. Parce qu'il y a plein de frères et sœurs qui sont adhérents à cette secte-là. Et du coup, ils sont là pour neutraliser les actions. Voilà. Ils vont dire oui, mais on va aller petit à petit. Mais de quoi? Non, moi, ce que je prône, c'est l'indépendance, tout simplement. Et là, vous allez tourner dans tous les sens. C'est juste que vous perdez du temps. Voilà. Hein? Parce qu'à un moment donné, vous avez manifesté pacifiquement, mais il faut maintenant aller pour l'indépendance. Oh, ils ont peur. Mais pas la jeune génération, hein, parce que là, ça ne va pas tarder. Là. Ils sont très motivés. Hein? Vous vous rendez compte? Il argumente, il dit, mais pourquoi vous pouvez expliquer qu'au niveau des vêtements, les prix sont les mêmes en Martinique et en métropole? Et par contre, au niveau de l'alimentaire, eh ben, c'est là où on paye 4 fois plus. Qu'est-ce qui peut expliquer cela si ce n'est simplement que le mépris qu'on a vis-à-vis du négro? C'est tout. C'est le mépris qu'on a pour le négro. Et c'est la continuité de tous ceux qui ont rédigé le Code noir. C'est la continuité. Et d'ailleurs, le Code noir n'a pas été aboli. Hein. Elle a été rappelée par la grande dame, une sociologue martiniquaise. Là. Voilà, elle dit ça souvent. Bon, je m'arrête là et puis je reviendrai au moment venu, là, dès que j'ai le temps, là, les jours qui viennent. Merci beaucoup pour votre attention. Et puis, c'était pour fêter les 10 000 abonnés, là. Voilà, on est bon, on est très, très bon. Allez, bouillard, à bientôt.